En 1977, un pont trop loin a envahi les écrans et est entré directement dans la légende du cinéma. Une fresque épique si grandiose, si prestigieuse et si implacable dans sa représentation de la guerre que les spectateurs en sont restés bouche bée. Mais en coulisses, l'histoire était tout aussi extraordinaire que celle qui se déroulait à l'écran. Aujourd'hui, nous explorons un territoire que la plupart des fans n'ont jamais découvert. 20 est une anecdote insolite et surprenante sur ce film de guerre légendaire, plus une anecdote bonus à la fin qui pourrait bien être la plus incroyable de toutes. Des secrets de casting au lien avec de véritables champs de bataille, ce documentaire explore des aspects fascinants du sujet. Un titre qui a failli annoncer le désastre. Avant même le lancement de l'opération Market Garden en septembre 1944. Malgré les avertissements, le 17 septembre 1944, l'opération Market Garden débuta. Le lieutenant-général britannique Frederick Browning aurait examiné les plans de bataille et déclaré au maréchal Montgomery « Je crois que nous allons trop loin ». Cette simple phrase allait s'avérer prémonitoire. L'une des défaites les plus cuisantes des Alliés, elle allait devenir le titre du best-seller de Cornelius Ryan, puis celui du film qui l'a inspiré. Ce qui la rend si poignante, c'est la désinvolture avec laquelle elle fut prononcée. Pas de discours enflammé, pas de débat houleux, juste un avertissement discret, resté sans suite. Certains historiens se demandent encore si Browning a réellement prononcé ces mots exacts. Mais cette phrase a si parfaitement saisi la tragédie de l'opération qu'elle est devenue indissociable du récit lui-même. Qu'il s'agisse de faits ou de légendes, ces 6 mots ont marqué un chapitre entier de la guerre. La plus grande distribution de stars jamais réunie. Le producteur Joseph Elevin n'a pas simplement réalisé un film de guerre. Il a réuni ce qui est peut-être la distribution la plus impressionnante. Dans l'histoire du cinéma, Sean Connery, Robert Redford, Anthony Hopkins, Michael Caine, Gene Hackman, James Caan, Laurence Olivier, Lee Ullman, Ryan O'Neal, Dirk Bogarde, Elliot Gould et Edward Fox réunis dans un seul film. Pour s'offrir ce casting exceptionnel, Levin a proposé à chaque acteur un cachet relativement modeste, d'environ 250 000 $ par personne. Pour des stars de ce calibre à la fin des années 70, c'était presque une aubaine. Mais les acteurs ont quand même signé. Le scénario, le réalisateur et la portée historique du récit ont suffi. Maintenant, on va dérouler le tapis rouge, pour ainsi dire, pour que le 30 et gore puisse passer. Il reste l'un des rares films où l'affiche à elle seule pouvait remplir une salle, rien que grâce au nom qui y figurait. L'auteur qui n'a jamais vu son histoire prendre vie. Cornelius Ryan a consacré des années à étudier l'opération Market Garden, interrogeant des centaines de vétérans des 2 camps pour écrire son livre de 1974. Cette période historique a servi de base à son dernier ouvrage. Il s'y est investi corps et âme, sa santé, ses finances, ses dernières années. Ryan apprit qu'il était atteint d'un cancer de la prostate pendant l'écriture de son roman, et la maladie s'aggrava progressivement. Il mourut le 23 novembre 1974, 3 ans avant la sortie du film en salle. Il ne vit jamais une seule image du film inspiré par son œuvre. Le producteur Joseph Evine en avait acquis les droits d'adaptation du vivant de Ryan. Ryan savait que l'adaptation était en préparation, mais le temps lui a manqué. Le film est à bien des égards un hommage non seulement aux soldats de Market Garden, mais aussi à l'homme qui a veillé à ce que leur histoire ne tombe jamais dans l'oubli. Le champ de bataille personnel de Dirk Bogarde. De tous les acteurs de la distribution, Dirk Bogarde était celui qui entretenait le lien personnel le plus profond avec l'histoire. Il incarnait le lieutenant-général Frederick Browning, mais son lien avec la Seconde Guerre mondiale dépassait de loin le cadre du scénario. Bogarde avait servi comme officier dans l'armée britannique pendant la guerre
et fut parmi les premiers soldats alliés à pénétrer dans le camp de concentration de Bergen-Belsen lors de sa libération en 1945. Les horreurs dont il fut témoin le hantèrent jusqu'à la fin de sa vie. Lorsqu'on lui a proposé le rôle dans A Bridge Too Far, il n'a pas simplement accepté un rôle. Il a replongé dans un chapitre de son passé. Des milliers de photos de ce tournage et de tous les autres existent. Combien d'entre elles montrent des chars? Bogart aurait insufflé à ces scènes une intensité que les autres acteurs ont immédiatement remarquée. Pour lui, ce n'était pas jouer la comédie. C'était se souvenir. Le pont qui n'existait pas. Voici quelque chose que la plupart des spectateurs ignorent. L'emblématique pont d'Arnhem est au cœur de l'histoire. Nous voici donc au pont d'Arnhem, le pont routier, la rampe d'accès et puis ces bâtiments, qui sont nouveaux, celui des parachutistes britanniques. Le pont, si âprement défendu, n'existait plus au début du tournage. Détruit pendant la guerre, il avait été remplacé par une structure moderne sans aucun rapport avec celui de 1944. Le réalisateur Richard Attenborough avait besoin d'un pont fidèle à l'époque. L'équipe de production trouva alors un équivalent quasi parfait dans la ville de Deventer, à une trentaine de kilomètres d'Arnhem. Le pont de Deventer avait l'aspect, les dimensions et l'atmosphère parfaits. L'équipe l'a décoré, y a ajouté des détails d'époque et y a filmé les scènes de bataille. La plupart des spectateurs n'ont pas réalisé qu'ils regardaient un pont complètement différent dans une ville complètement différente. L'illusion était parfaite. Le cauchemar de l'accent pour Gene Hackman. Gene Hackman avait été choisi pour incarner le major général polonais Stanisław Sosabowski, un commandant fougueux et sceptique qui a remis en question l'opération dès le départ. Mais un problème majeur se posait. Hackman peinait énormément avec l'accent polonais. De son propre aveu, trouver la bonne voix fut l'un des plus grands défis de sa carrière. Ne pensez-vous pas que, puisque nous savons que c'est crucial pour leur sécurité, ils devraient le savoir aussi? Il a travaillé avec des coachs en dialecte, étudié des enregistrements et répété sans cesse, mais l'accent ne lui a jamais paru tout à fait naturel. Le public et les critiques polonais ont eu des réactions mitigées. Certains ont apprécié l'effort, tandis que d'autres l'ont trouvé peu convaincant. Hackman a confié plus tard que ce rôle l'avait mis à l'épreuve d'une manière inattendue. Malgré les difficultés vocales, son interprétation a magnifiquement retranscrit la rébellion et la frustration de Sosabowski. Parfois, l'émotion est plus forte que l'accent, et Hackman l'a prouvé. 1000 véritables parachutistes ont sauté pour les besoins du tournage. Lorsque Richard Attenborough a planifié les impressionnantes séquences de parachutage, il a refusé toute falsification. Il recherchait une authenticité sans précédent dans le cinéma de guerre depuis le début du conflit. La production a recruté plus de 1000 parachutistes militaires, soldats des forces armées britanniques et américaines, pour effectuer de véritables sauts depuis de véritables avions. Le résultat fut l'une des plus grandes séquences aériennes jamais filmées. De nombreuses caméras étaient positionnées au sol et dans les airs pour couvrir tous les angles. Alors, ils se laissent aller. Ils ne sont plus conscients de la présence de la caméra. Ils ne se rendent pas compte des aspects techniques du tournage, ni de la complexité logistique que représente la coordination d'un si grand nombre de parachutistes. Le déploiement simultané d'avions et d'équipes de tournage constituait un exercice militaire à part entière. Ce que vous voyez à l'écran n'est ni un effet spécial, ni un montage astucieux. Ce sont de vrais soldats qui sautent de vrais avions. La traversée de la rivière qui a failli mal tourner. L'une des scènes les plus intenses du film décrit l'assaut américain lors de la traversée de la rivière Victoria à Nîmes. Des soldats pagaillant dans des embarcations de toile fragiles sous un feu nourri allemand. La scène est terrifiante à l'écran et son tournage était presque aussi dangereux. La voiture nous emmène vers votre droite. Les acteurs et les cascadeurs étaient placés dans de véritables embarcations sur une eau véritable, avec de véritables explosions autour d'eux. Robert Redford, qui incarnait le Major Julian Cook,
était au cœur de l'action. Le courant était plus fort que prévu, et certains bateaux ont même chaviré pendant les prises. Des membres de l'équipe étaient présents avec des bateaux de sécurité, mais la tension sur le plateau était palpable. Attenborough recherchait le réalisme et il l'a obtenu, avec un danger bien réel. La peur que l'on perçoit dans les yeux de l'acteur pendant la traversée n'est pas uniquement le fruit de son jeu. Si vous appréciez ces analyses approfondies de films de guerre classiques, faites-nous plaisir. Cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire avec votre scène préférée de « Un pont trop loin », et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos de ce genre arrivent bientôt. Le scénario impossible de William Goldman. Adapter le roman fleuve de Cornelius Ryan en un seul film était une tâche colossale, et l'homme choisi pour s'en charger fut William Goldman, l'un des scénaristes les plus célèbres d'Hollywood. William Goldman, l'un des scénaristes les plus importants de tous les temps. Goldman venait de connaître le succès avec des films comme Butch Cassidy et Le Kid et les Hommes du Président. Mais A Bridge Too Far présentait un défi unique. Le livre mettait en scène des dizaines de personnages réels, de multiples opérations militaires simultanées et des intrigues se déroulant dans plusieurs pays. Goldman devait condenser le tout en un récit cohérent sans en perdre la dimension émotionnelle. Il a admis plus tard que c'était l'un des scénarios les plus difficiles qu'il ait jamais écrit. La structure devait être suffisamment claire pour un public non initié à la bataille, tout en étant suffisamment détaillée pour rendre hommage aux vétérans qui l'ont vécu. C'était un exercice périlleux que Goldman a réussi avec brio. L'obsession d'Attenborough pour l'authenticité. Le réalisateur Richard Attenborough était réputé pour sa méticulosité, mais à un moment donné, son obsession pour la précision historique a atteint un niveau excessif. Il a insisté pour que le tournage ait lieu dans les villes néerlandaises où se sont déroulées les batailles. Arnhem, Nîmes, Megen, Eindhoven et la campagne environnante. Les autorités locales ont largement coopéré, fermant des routes et autorisant la production à transformer des quartiers entiers en décors de guerre. Attenborough a consulté des vétérans survivants tout au long du tournage. Il les invitait sur le plateau pour vérifier les moindres détails, de l'emplacement des sacs de sable au type d'équipement des soldats. Si un vétéran signalait une anomalie, Attenborough la corrigeait. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement de faire du cinéma. Il le considérait comme une responsabilité, et je pense que c'est l'un des meilleurs premiers scénarios que j'ai jamais lus. J'adore les histoires d'amour, j'adore les relations humaines. Chaque détail devait servir la mémoire des hommes qui ont combattu et sont morts pendant ces 9 jours de septembre 1944. Sean Connery est le véritable général Urquhart. Sean Connery a incarné le major général Roy Urquhart, commandant de la 1re division aéroportée britannique à Arnhem. Ce que beaucoup de fans ignorent, c'est que le véritable général Urquhart, il était vivant pendant le tournage et a travaillé comme consultant sur le film. Urquhart aurait rencontré Connery et lui aurait confié des anecdotes personnelles sur la bataille, le chaos, les décisions impossibles et les moments de désespoir. Connery a pris ces conversations au sérieux et a façonné son interprétation en s'inspirant du tempérament et de l'attitude de cet homme. Urquhart était connu pour son calme sous pression, même dans les situations les plus désespérées, et Connery a su insuffler cette autorité tranquille à son jeu. Il est rare à Hollywood de voir un acteur s'entretenir avec le personnage qu'il incarne, et cela a conféré à la performance de Connery une profondeur que le public pouvait ressentir, même sans en comprendre la raison. Mon problème, c'est que je n'ai pas seulement besoin de zones de dépôt. En parlant de films de guerre classiques, si vous avez vu notre vidéo sur Kelly's Heroes, vous savez que nous adorons explorer ces histoires. Lequel vous a le plus marqué, l'humour noir de Kelly's Heroes ou la tragédie poignante d'un pont trop loin? Dites-le nous dans les commentaires. La présence fragile de Laurence Olivier. Au moment du début du tournage de Un pont trop loin, Laurence Olivier, sans doute le plus grand acteur du 20e siècle, luttait contre de graves problèmes de santé. Il souffrait d'une affection musculaire appelée dermatite, ainsi que d'autres maux,
et son énergie sur le plateau était sensiblement réduite. Il interpréta le petit rôle, mais inoubliable, du Dr Spender, un médecin néerlandais pris entre deux feux. Vous comprenez que nous avons un besoin urgent d'espace supplémentaire. Malgré son état, Olivier a apporté une dignité discrète à chacune de ses scènes. L'équipe du film l'a traité avec un immense respect, adaptant son planning à ses besoins. Sa seule présence a rehaussé le prestige du film, même au sein d'une distribution de stars. La présence de Laurence Olivier à l'écran a rappelé à tous, acteurs, techniciens et spectateurs, l'importance de ce projet. Le lien familial de Michael Caine. Michael Caine a incarné le lieutenant-colonel Joe Vandeleur, qui commandait une colonne de chars des Irish Guards lors de l'avancée terrestre le long de l'étroit corridor menant à Arnhem. Mais le lien de Caine avec la Seconde Guerre mondiale était profondément personnel. Son père avait servi dans l'armée britannique pendant le conflit, participant notamment à la bataille de Normandie et à d'autres campagnes. Ayant grandi dans le Londres en guerre, Caine a vécu le Blitz de près dès son enfance, et les sons et les images de cette époque sont restés gravés dans sa mémoire. Lorsqu'il a accepté le rôle, il ne s'agissait pas d'un simple emploi. C'était l'occasion de rendre hommage à la génération qui avait marqué son enfance. Caine a insufflé à Vandeleur un charme naturel et un humour pince sans rire qui ont parfaitement retranscrit le sang-froid légendaire de l'officier sous le feu ennemi. Cet équilibre entre humour et gravité est devenu l'un des aspects les plus appréciés du film. Des citoyens néerlandais ont servi de figurants. L'une des décisions les plus émouvantes de Richard Attenborough fut d'engager des civils néerlandais locaux comme figurants dans les scènes de foule du film. Nombre d'entre eux étaient originaires des villes mêmes où s'était déroulée l'opération Market Garden. Certains avaient même vécu la bataille durant leur enfance. Lorsque les caméras tournaient sur les scènes de la libération, les citoyens néerlandais agitaient de la main, acclamaient et saluaient les soldats alliés. Leurs émotions étaient souvent authentiques. Acclamation. Il ne s'agissait pas de figurants professionnels jouant la comédie. C'étaient des gens qui revivaient l'un des moments les plus marquants de leur vie. Plusieurs membres de la distribution ont par la suite confié combien il était poignant d'avoir été témoin de ces réactions. Durant ces scènes, la frontière entre le cinéma et le souvenir s'estompe complètement. C'est un de ces détails de tournage qui, une fois connu, change à jamais votre façon de regarder le film. Le film de guerre le plus cher de son époque. À la fin du tournage de Un pont trop loin, le budget final s'élevait à environ 25 millions de dollars. En 1977, c'était une somme astronomique, faisant de ce film l'un des plus chers jamais produits à l'époque. À titre de comparaison, Star Wars, sorti la même année, avait coûté environ 11 millions de dollars. Cet argent a servi à financer le casting impressionnant, le matériel militaire authentique, les tournages en extérieur aux Pays-Bas et l'ampleur colossale des scènes de bataille. Le producteur Joseph E. Levin a financé personnellement une grande partie de la production, misant tout sur le succès international du film. Nous laissons la parole à la 82e division aéroportée. Ce sont de bons soldats, la 82e. Le pari s'est avéré payant. Le film a connu un immense succès en Europe, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, même si ses recettes au box-office américain ont été plus modestes. Edward Fox est le discours qui vole la vedette. Edward Fox incarnait le lieutenant-général Brian Horrocks, commandant du 30 Corps, chargé de mener l'offensive terrestre. Son interprétation comprend l'une des scènes les plus mémorables du film. Le briefing d'Horrocks à ses officiers avant l'offensive. Un monologue virtuose, prononcé avec la précision aristocratique et incisive propre à Fox, qui électrise littéralement l'écran. Demain, 3 divisions aéroportées commenceront à atterrir en Hollande. Ce qui rend la scène encore plus impressionnante, c'est la préparation de Fox. Il a étudié des images et des enregistrements du véritable Horrocks. Reconnu pour son talent de communicateur et sa capacité à motiver les troupes, Fox a su capturer cette énergie, confiant, spirituel et pourtant pleinement conscient des enjeux.
Nombreux sont les fans qui considèrent cette scène de briefing comme le meilleur moment du film. Elle donne le ton à tout ce qui suit avec une concision et un charisme saisissant. Et ne manquez pas la surprise finale. La musique, les batailles et un lien personnel se tissent et vous émerveilleront. Le choix controversé de Ryan O'Neal pour ce rôle. Ryan O'Neal a été choisi pour incarner le général de brigade James Gavin, le jeune et dynamique commandant de la 82e division aéroportée. Ce choix a suscité la polémique, O'Neal étant surtout connu pour ses rôles de séducteur. Des films comme Love Story avaient façonné son image, et certains critiques se demandaient s'il possédait le charisme nécessaire pour un film de guerre épique d'une telle envergure. Sur le plateau, O'Neal aurait travaillé d'arrache-pied pour faire taire les sceptiques, s'immergeant totalement dans les détails militaires et l'aspect physique du rôle. Le résultat fut mitigé aux yeux des critiques, mais le choix d'O'Neal fut salué. Ce choix reflétait une décision délibérée de Levin et Attenborough. Ils souhaitaient une présence de star pour chaque rôle, quitte à faire des choix atypiques. Et pour de nombreux spectateurs ayant grandi avec le film, l'interprétation de Gavin par O'Neal est devenue la version emblématique du personnage. L'héroïsme discret de James Caan. James Caan incarnait le sergent-chef Eddie Doan dans une séquence relativement brève mais inoubliable. Caan, déjà une star grâce au Parrain, a insufflé une intensité émotionnelle brute à une scène où son personnage risque tout pour sauver un camarade blessé. Ce qui a marqué son interprétation, c'est sa volonté de jouer la carte de la sobriété. Il ne souhaitait pas que cela paraisse héroïque au sens hollywoodien du terme. Il voulait que la scène soit authentique, poignante et profondément humaine. Caan aurait longuement discuté avec des vétérans de ce que représente réellement le combat rapproché, et ces conversations ont guidé chacun de ses choix. Le résultat est l'une des scènes les plus bouleversantes du film. Elle ne dure que quelques minutes, mais son impact est aussi fort que celui d'un acte entier. Parfois, la simplicité est la clé. Un film qui a divisé la critique mais uni les vétérans. À sa sortie en 1977, Un pont trop loin a suscité des réactions mitigées chez les critiques. Certains ont salué son ambition, son ampleur et sa représentation sans concession de l'échec militaire. D'autres l'ont jugé trop tentaculaire, trop rempli de stars et trop long. Mais un public a accueilli le film avec un enthousiasme quasi unanime. Les vétérans de l'opération Market Garden eux-mêmes. Nombre de soldats ayant combattu à Arnhem, Nijmegen et Eindhoven ont assisté aux projections et ont été profondément émus par ce qu'ils ont vu. Pour eux, le film n'était pas un simple divertissement, mais une reconnaissance après des décennies d'oubli de l'opération. Au moment du débarquement et de la bataille des Ardennes, le documentaire Un pont trop loin a fait connaître leur histoire au monde entier. Plusieurs vétérans ont publiquement remercié Attenborough d'avoir honoré leur sacrifice avec honnêteté et respect. Et cela avait plus de valeur que n'importe quelle critique. Le pont tire son nom de cette histoire. Voici un détail éloquent qui relie le film à des faits historiques réels. Le pont moderne d'Arnhem, qui a remplacé celui détruit pendant la guerre, a été officiellement rebaptisé Pont John Frost en 1977, année de la sortie du film. Il porte le nom du colonel John Frost, qui a mené la résistance héroïque à l'extrémité nord du pont d'origine lors de l'opération Market Garden. Ce n'était pas un hasard. La sortie du film a ravivé l'intérêt du public pour la bataille, et le gouvernement néerlandais a honoré la bravoure de Frost en donnant son nom au pont. Frost lui-même a assisté à la cérémonie d'inauguration. Imaginez un peu, un soldat livre un combat acharné sur un pont en 1944 et 33 ans plus tard, il se tient sur un nouveau pont au même endroit qui porte désormais son nom. Ce n'est pas du cinéma, c'est l'histoire qui s'achève. Anecdote bonus. Le compositeur était bien présent. C'est celle que nous gardions précieusement. La musique du film a été composée par John Addison, musicien talentueux et respecté qui a fait une longue carrière dans le cinéma britannique. Mais voici ce qui la rend extraordinaire.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, John Addison servait comme lieutenant dans l'armée britannique. Son unité faisait partie du 30e corps, la même force terrestre qui tenta la fameuse percée dans l'étroit corridor menant à Arnhem. Addison n'écrivait pas sur la bataille en se basant sur son imagination ou sur des recherches. Il y avait participé. Il avait entendu le grondement de l'artillerie. Il avait vu l'avancée avorter. Il avait vécu la frustration et le chagrin. Lorsqu'il s'est attelé à la composition de la musique d'un pont trop loin, il mettait en musique ses propres souvenirs. Chaque note portait le poids de son expérience personnelle. C'est pourquoi cette musique est si différente d'une musique de film de guerre classique. Elle ne dramatise pas, elle se souvient, et cette nuance fait toute la différence. Un pont trop loin est bien plus qu'un film de guerre. C'est un hommage aux soldats qui ont mené un combat impossible, aux cinéastes qui ont refusé de ménager la chèvre et le chou pour raconter leur histoire, et aux spectateurs qui l'ont fait vivre pendant près de 50 ans. C'est un film sur le courage et l'échec, sur les grands projets et leurs coûts humains. Et ce film est tout aussi poignant aujourd'hui qu'en 1977. Si cette vidéo vous a rappelé des souvenirs ou vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker et à la partager avec un autre cinéphile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous pouvez nommer toutes les stars principales de ce film sans regarder le film, partagez votre liste dans les commentaires. Nous serons vraiment impressionnés. On aimerait savoir quel film de guerre classique on devrait analyser ensuite. Dites-nous en commentaire et votre choix pourrait bien devenir notre prochaine vidéo. Quelle scène d'un pont trop loin vous donne encore des frissons? Et surtout, à quel club appartenez-vous? Celui qui regarde un film une seule fois ou celui qui le revoit jusqu'à en saisir chaque détail? Vous savez déjà ce qu'on pense.